tout le monde de l'association, de la soirée, et du conférencier. J'essaie d'être assez clair quand on a pris un petit peu de retard. Alors je vois peu de têtes connues dans l'assistance, donc c'est bien, c'est renouveau. Vous êtes très nombreux, c'est sans doute aussi par le fait que ce soir c'est la nuit des étoiles, l'événement médiatique annuel des Français. Mais sachez que il y a des choses intéressantes à voir dans le ciel tout le temps. Ce soir, c'est pas plus intéressant que les autres soirs. C'est bien qu'il y ait nuit des étoiles, mais il y a autant de choses à voir les autres soirs. Et notre association organise l'été, mais pas que, des observations publiques, des conférences l'été, même si cette année on a un petit peu réduit la voilure à 3 pour les raisons que vous devinez. Mais on a des observations toute l'année. On programme en moyenne 2 soirées d'observation par mois. Et le ciel peut être très beau en toute période de l'année. Il faut juste se couvrir un peu plus l'hiver, évidemment. Voilà. Alors, si vous voulez des détails sur nos activités, au-delà des soirées d'observation, des astrophotographie, des mesures, des toits d'eau, et même de la détection d'exoplanètes, on fait des choses très variées, très intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage soit à demander aux animateurs issus de la conférence pendant la soirée d'observation, ou à aller sur notre site internet que vous trouverez facilement par un moteur de recherche en tapant les simples mots-clés suivants: astronomie Lure. C'est pas difficile, j'y arriverai très directement. Astronomie Lure. Voilà. Donc, après la conférence que Patrick va consacrer au choix des endroits où implanter les observatoires, nous aurons donc à partir de 22h30, 23h, quand il aura fini, en fonction des questions que vous lui poserez. 22h30, pas 23h. 22h30, bon, Pierre, oui, on va essayer de ne pas trop se mettre en retard parce que si on veut vous montrer des objets du ciel profond, des objets faibles, il faut le faire avant que la Lune se lève. Elle se lèvera vers 23h30, on va vous montrer plein de choses d'ici là. Donc, toujours est-il qu'à la fin de la conférence, on vous emmènera, alors je serai là, Patrick aussi, on vous emmènera vers le télescope, on ira à pied, c'est pas très loin, et là on se partagera, parce que selon le numéro qu'il y a sur votre ticket, vous serez avec tel ou tel animateur, on est 7 animateurs, 7 télescopes, certains sont en bas, certains sont un peu plus loin, mais c'est se passer. Voilà pour la soirée, je pense que la météo va être bonne et quelques nuages, d'espoir qui se dissolvent rapidement. Voilà, juste un mot à propos de notre conférencier Patrick, qui certains d'entre vous connaissent, c'est un conférencier fidèle, habituel. Les conférences étant l'une de ses multiples compétences, c'est aussi l'un de nos animateurs. Et donc ce soir, il va vous expliquer qu'on installe les télescopes pas n'importe où, et même plutôt sur les hauteurs pour différentes raisons. Voilà, je lui passe la parole et je vous dis à tout à l'heure. Alors bonsoir, merci. Donc là maintenant je vais essayer de vous parler de pourquoi on installe les observatoires là où ils sont. Et je m'en excuse par avance, je vais aussi tordre des idées reçues, des croyances que les gens peuvent avoir. J'ai intitulé la conférence « Pourquoi pêcher les observatoires ?» Donc, à partir du moment où j'ai posé cette question-là, parce que j'ai travaillé au centre d'astronomie ces dernières années, et à partir du moment où j'ai posé cette question-là, régulièrement, les gamins, parce qu'on a beaucoup de classes, et on a... Pardon, faire la conférence à l'Église. Il n'est pas d'accord. À chaque fois que je posais cette question-là, on me répondait. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment sérieux comme réponse? Alors, c'est sérieux à condition que ce soit une poétique, que ce soit pour rêver, mais les gamins posaient ça sérieusement. Donc, ils étaient encore dans une vision du Moyen-Âge, où la Terre est plate, où il y a la voûte céleste, et la voûte céleste est percée de plein de trous, où on voit la lumière divine passer à travers les trous. Voilà.
Donc effectivement, dans cette vision-là, si on se perche sur l'arbre, là par exemple qui est ici, eh ben, on est plus près du ciel. Il conserve cette idée-là. Donc en fait, ça n'a aucun sens physique. Voilà. Donc première idée, on va le voir pourquoi. Deuxième idée aussi, qu'il faut absolument s'enlever de la tête, c'est les objets brillants sont forcément proches et les objets moins brillants sont forcément lointains. C'est pratique, hein, quand vous voyez une maison, vous voyez les paysages chinois par exemple qui organisent très bien par plans successifs, de plus en plus flous, de moins en moins lumineux. Mais en astronomie, ça n'a aucun sens non plus. Voilà. Donc voilà la preuve. Ici, magnifique image prise par Stéphane, qui l'a transformée en petit film. Et le 19 juin, au matin, voilà, donc vous avez la planète Vénus, magnifique, ici. Et, voilà, hop, disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? On recommence. Voilà, donc le 19 juin au matin, vers 10h, eh ben, on avait Vénus qui s'est fait manger par un croissant à peine visible, voilà, qui est la Lune. Donc c'est la Lune qui est passée devant Vénus. Vénus est beaucoup plus brillante, mais beaucoup plus lointaine. Et donc ça perturbe, j'ai montré cette petite vidéo des dizaines de fois, et ça perturbe énormément les gens, parce que comme c'est brillant, c'est forcément lointain, très proche, je veux dire, et la Lune qui est très faiblement lumineuse est forcément très lointaine. Et là, on s'aperçoit que c'est tout à fait l'inverse. Donc en fait, il ne faut absolument pas se fier à la brillance des astres pour connaître leur distance. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous allez découvrir ce soir à l'observation que quand on va vous parler des distances des étoiles et autres, vous allez voir que ça n'a aucun rapport forcément avec la brillance des astres. Voilà. Donc vous voyez la Lune qui cache. Donc c'est un petit montage que je rêvais de faire depuis une trentaine d'années. Ça s'est réalisé que le 19 juin de cette année-là, parce que moi, mon idée, c'était de retrouver le croissant de Vénus et le croissant de Lune à peu près de la même amplitude. Voilà. D'accord? Donc, on peut éteindre. Je sais pas qui est-ce qui s'occupe. D'habitude, c'est Stéphane. Voilà, donc, bon, il y a moi. Voilà. Alors, pourquoi l'idée d'aller sur les montagnes, se rapprocher du ciel, c'est complètement absurde d'un point de vue physique. Ben voilà, on a l'exemple, la Terre, la Lune, et la Lune qui est l'astre le plus proche en astronomie. Il n'est pas plus proche, hein. D'accord? Donc, la Terre, environ 12 786 km de diamètre, la Lune, 3476 km de diamètre, voilà. Et entre les deux, on a une distance d'environ 400 000 km. Pour avoir des chiffres ronds. Et ensuite, la plus haute montagne, on va en parler tout à l'heure, avec l'observatoire le plus merveilleux, merci, avec l'observatoire le plus performant au monde, il n'y a pas meilleur lieu d'observation, c'est l'île Hawaï qui est à environ 4 km. Alors, est-ce que se déplacer de 4 km sur 400 000 km, ça change grand-chose? Alors, on va faire un peu plus simple. On fait une maquette. Donc, la maquette, voilà la Terre, je l'ai réduit à 3 mètres 89. La Lune, elle va se retrouver à une boule de 86 cm de diamètre. Et donc, la distance entre les deux va être réduite à 100 mètres. Et à l'échelle, l'île Hawaï, ça va faire une bosse de 1 mm. Est-ce que quand vous voulez voir le goal du but d'en face pour les tribunes sur un terrain de foot, en vous approchant de 1 mm, ça change grand-chose? Pas du tout. Et donc là, c'est l'objet le plus proche. L'astre
le plus proche. Donc en fait, se dire qu'on se rapproche des étoiles en se perchant sur une montagne, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens physique. Bon, c'est poétique, ça fait rêver, mais c'est tout. Les astronomes ne vont pas dépenser des milliards d'euros pour percher des observatoires sur des sommets de montagne, simplement pour s'approcher de quasiment rien du tout. Donc c'est pas du tout ça la raison. La raison est beaucoup plus matérielle. Ah. Je parle trop fort. Alors, il y a une raison beaucoup plus pragmatique, c'est que la Terre est entourée d'une petite couche qu'on appelle l'atmosphère. Ah, l'atmosphère nous permet de respirer, mais l'atmosphère est plein de défauts. Donc, grossièrement, l'atmosphère, voilà, elle fait une petite couche d'environ 200 km d'épaisseur, une centaine dans les parties les plus denses. Donc, on a l'habitude de le décomposer en plusieurs couches. Donc, une couche de 18 km d'épaisseur, la troposphère, là, les avions volent pour la plupart, les sommets des montagnes sont à 8 km, enfin voilà, c'est la zone où on peut vraiment respirer. Ensuite, la stratosphère, qui est le domaine des ballons-sondes et autres couches d'ozone. Et là, ensuite, on a la mésosphère, les fameuses étoiles filantes que vous allez voir. Eh ben, en fait, la plupart se dirigent vers, commencent à apparaître ici et finissent ici. Voilà, c'est la plupart du temps. Et ensuite, la thermosphère, beaucoup plus lointaine, où on essaie de mettre les satellites à longue durée. Voilà. Donc évidemment, vous l'avez compris, ici on a 6400 km, là si vous faites la somme, vous avez à peine 500 km. C'est très exagéré par rapport à l'épaisseur réelle. On se retrouve sur une petite couche, rien du tout. Et bien, nous vivons dans cette couche-là, et ben, c'est plein de défauts. Et là, entre autres, vous le voyez ici, les défauts. Les taches blanches, ce sont des nuages. Et bien, ces fameux nuages-là, ben, ça nous embête beaucoup. Donc, on va essayer de voir 4 points dans ce développement-là. Donc, l'obstacle majeur, les nuages. Ensuite, une fois que les nuages sont enlevés, on va essayer de trouver des microclimats qui permettent des observations meilleures qu'ailleurs. Et ensuite, ben, on va s'intéresser à la modernité, soi-disant. Donc la modernité négative, la pollution lumineuse, très négative pour les astronomes, et une modernité plus positive, donc les solutions que j'ai baptisées les solutions ultimes. Voilà. Donc l'obstacle majeur, les nuages. D'accord? Donc on va se passer à des endroits où il y a le moins de nuages possible. D'accord? Donc je vais prendre un exemple que vous connaissez bien. N'importe. Vous savez? Vous savez où c'est. Donc ici, c'est cette région-là. Donc on a la région entre Nîmes et Nice, en gros. Voilà, c'est tous ces endroits-là qui vont être très intéressants pour l'observation astronomique. Alors, pourquoi c'est cette région-là spécialement? Ben, c'est le hasard qui fait bien les choses. On a un grand balai qui nettoie bien les nuages et qui s'appelle le Mistral. Voilà. D'accord? Alors, comment se crée le Mistral? Donc voilà la carte politique, elle est un peu illisible, donc j'ai pu transformer en carte du relief. Voilà la carte du relief. Donc ici on a un massif central, là on a un arc alpin, et entre les deux le couloir rhodanien. Et donc c'est ça qui va être le conducteur du Mistral. Donc, quand on a des dépressions qui traversent un peu la France, elles ont la manie de se coincer ici dans le golfe de Gênes. Voilà. Donc c'est une zone très creuse, très chaude. Donc ça fait comme un trou dans l'air, une basse pression. Donc en regard, là ici, la zone qui est sur le continent va devenir une zone de haute pression. Tout est relatif. Hein. Il suffit que la pression ici soit un peu plus élevée que celle-là pour que ça fonctionne. Et hop, ça déclenche le Mistral. Voilà. Donc voilà, tout simplement.
Et donc le Mistral nettoie complètement le ciel. Donc dès qu'il y a une petite dépression qui se promène ici, quelque part ici, et qui se coince dans le golfe de Gênes, eh ben, déclenchement du Mistral. Voilà. Et là, ces dernières années, le Mistral est particulièrement violent, beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà, les dépressions sont très très creusées. Dans la mesure où la mer Méditerranée est chaude, reste chaude, eh ben, les dépressions sont très 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 creusées. Donc le Mistral est très violent. Mais ça dégage le ciel. D'accord ? Donc ça, c'est le gros avantage. Alors, les études statistiques de l'Observatoire de Haute-Provence ont montré qu'il y a environ 193 nuits entièrement dégagées. Voilà. 112 nuits où il y a au moins 12 heures d'observable. Ce qui nous fait en fait un total de 305 nuits où on peut observer le ciel. Donc ça, c'est à Saint-Michel Observatoire qui est à 650 mètres d'altitude. J'ai travaillé, la première image que vous avez vue, c'est l'Observatoire du Chiran. Là, en fait, c'était 325 nuits par an, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a un petit problème avec l'Observatoire de Provence, qu'il n'y a pas au Chiran. Voilà. Donc c'est un peu plus favorable au Chiran, 325 nuits, dégagées grâce au Mistral. Donc ça, c'est vraiment très important à se mettre dans la tête. Cet avantage-là observationnel dans toute la région. Alors, on va admirer le ciel, évidemment. Donc, une belle étoile double, Zeta Hercule pour ceux qui le connaissent. Voilà. Et donc, je l'observe avec une lunette que utilisait Galilée, une lunette de 25 mm au maximum. Voilà. Alors, 25 mm, 2 cm et demi. Ce soir, vous allez observer avec des instruments beaucoup plus gros. Voilà. Donc, une autre idée que je vais bousculer, c'est que le premier rôle d'un instrument, d'un grand diamètre, c'est, vous allez voir, donc, ici on a l'œil, et on met un instrument devant l'œil. Donc, ici, ce qu'on appelle ici, et le cristallin de l'œil, c'est l'objectif. D'accord ? Donc l'objectif, les objectifs, ce qui est le premier en fait, élément optique qui reçoit la lumière de l'extérieur. Ensuite, directement regarder à travers l'objectif avec l'œil, c'est très difficile. Il faut qu'au moins la distance entre la lentille, le miroir et l'œil soit de 40 fois plus grand que le diamètre de l'objectif. Donc c'est très difficile, ça fait des lunettes très encombrantes, des télescopes très encombrants, ce qui était à la mode au XVIIe siècle, on ne savait pas faire autrement. Et là, maintenant, depuis que Herschel a inventé l'oculaire, donc on met un oculaire qui permet de raccourcir considérablement la longueur des instruments. Voilà. Donc ça, c'est le principe optique. Qu'est-ce qui se passe avec les rayons lumineux qui arrivent à ces récepteurs, à l'œil, Donc là, les rayons lumineux, ils arrivent, ils se concentrent sur la rétine, et on voit une belle image. Qu'est-ce que va faire l'instrument ? C'est-à-dire qu'il va concentrer un peu plus de lumière. C'est-à-dire que si on respecte la largeur du faisceau lumineux ici, on se retrouve avec une toute petite partie de l'œil illuminé. Ensuite, on va essayer d'utiliser tout l'objectif. Et bien là, ici, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de lumière qui rentre dans l'œil. Donc le premier rôle d'un instrument, c'est d'augmenter la quantité de lumière qui va à votre œil. C'est ça le premier rôle. Ensuite, parce que vous avez beaucoup de lumière, on peut agrandir l'image. Tout le monde est obsédé par le grossissement, c'est complètement secondaire en astronomie. Ce qui est primordial, c'est le diamètre de l'instrument. D'accord ? Donc si je l'agrandis, je vais un peu plus loin, j'agrandis encore la taille de l'instrument. Voilà. Donc ici, toute la totalité de la lumière. Donc en fait, au lieu d'avoir cette surface de réception, vous avez toute cette surface de réception. Et donc ça, c'est le premier rôle de l'instrument. Alors chouette, on va essayer d'avoir plus de lumière de notre fameuse étoile double. Donc voilà, j'ai généralisé, lunettes au télescope de plus de 25 mm. Ce soir, vous avez observé avec des instruments de 15 cm, 25 cm, jusqu'à 35 cm de diamètre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne ?
vous êtes assis, ça c'est la surprise totale. C'est ça que ça donne. Est-ce que vous reconnaissez l'étoile bleue? Ben voilà, c'est un gros problème. Bon, alors là, que va-t-on faire? Alors là, la première explication de ce genre d'image, qui est un peu moins lisible que celle-là, eh ben, c'est que, en fait, l'image n'est stable que sur ce petit pinceau lumineux. Et combien de petits pinceaux lumineux on peut mettre côte à côté quand l'objectif est plus grand? Plusieurs. Et ils ont la mauvaise idée de ne pas être synchronisés. Et donc ils vont dans tous les sens, ce qui fait qu'on a une image très très brouillée. Et je ne vous raconte pas, plus l'objectif est grand, plus ce brouillage, cette turbulence, on appelle ça, est intense. Donc en fait, dans certaines conditions, c'est complètement stupide d'utiliser un très gros instrument. Si les conditions ne sont pas bonnes, on ne peut pas utiliser un gros instrument, c'est pas possible. Voilà. Donc, grosse surprise. Alors, évidemment, donc, quand le Mistral s'établit, systématiquement, on a des images très très brouillées, quel que soit l'instrument qu'on utilise. Ça, là, vraiment, c'est une règle générale. Il faut attendre que le Mistral ait soufflé un jour ou deux pour avoir des observations correctes. Alors, à l'œil nu, vous avez un magnifique ciel noir, plein d'étoiles, mais surtout, restez à regarder avec l'œil nu, hein. Surtout pas d'instrument. C'est pas la peine. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser au microclimat qui permet d'aller un peu plus loin dans les possibilités d'observation. Voilà. Donc il y a plusieurs types de microclimats. Donc on va les passer les revues les unes après les autres. Donc l'effet de crête, on est en plein dedans, on est sur la montagne de Lure. Donc ici, vous avez la crête de Lure. Voilà. Toute la crête de Lure finit ici. Et donc, c'est pas très lisible. Alors, ici, on avait le signal de Lure, le sommet de Lure, et l'observatoire est à peu près ici. L'observatoire juste au-dessus de nous. Donc, on va transformer ça en un relief un peu plus neutre. Qu'est-ce qui se passe en plein jour? Bon, le Mistral, il souffle, hein, d'accord? Mais le soleil, il chauffe. Et donc, il chauffe la Terre. La Terre va chauffer l'air. Donc, l'air chaud va monter. C'est l'air léger. Et là, il y a une bagarre qui va se produire entre l'air chaud qui monte et le Mistral qui souffle. Et je ne vous raconte pas les vagues que ça fait, toutes les bricoles que ça fait. C'est absolument affreux de faire des observations en plein jour quand le Mistral souffle. Là, vous avez des images brouillées, mais ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, le ciel est parfaitement dégagé, sans nuages, le soleil colle très fort. Et surtout, n'utilisez aucun instrument d'observation. Ce n'est pas la peine. Vous avez des images complètement brouillées. Voilà. Donc la nuit, le soleil ne chauffe plus, évidemment, mais le Mistral il souffle toujours. Et là, en fait, le Mistral, vous voyez, il y a une pente très forte ici. Le Mistral va grimper comme il peut la pente, et après il va buter sur la crête, et ça va faire des espèces de vagues. Voilà. Donc, très mauvais aussi. Alors, plus vous êtes près de la crête, plus c'est mauvais. Mais en fait, comme l'air est un peu collant, visqueux, eh ben, les vagues vont s'amortir peu à peu. Donc les vagues vont être de moins en moins importantes, et ça va devenir une espèce d'écoulement lisse, qu'on appelle laminaire, un peu loin de la crête. Et là, justement, il y a un observatoire, donc la crête de Lure, elle est là, devant ici, la crête de Lure, et il y a un observatoire qui s'installe justement assez loin de la crête de Lure, l'observatoire de Haute-Provence. Parce que justement, une fois que le Mistral s'est établi, ici c'est relativement calme. Alors que le long de la crête, ici c'est vraiment très très brouillé, très turbulent, ici c'est beaucoup plus calme. Donc sur une surface de 100 hectares, vous avez l'observatoire de Provence, la coupole du 1,93 m, la coupole du 1,52 m, et ainsi 13 coupoles en tout sur ce terrain de 100 hectares. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été installée assez loin de la crête, pour que justement, partant de Mistral, les vagues se soient amorties, que ça devienne un peu plus plat, un peu plus lisse. Voilà. Alors, un autre endroit, donc là, ici, c'est des statistiques, encore une fois, de l'Observatoire de Provence. Donc, lunette au télescope de moins de 235 mm de diamètre, vous avez ce genre d'image, toujours. Et si vous dépassez ce diamètre-là, vous avez quelle image ?
Celle-là. D'accord? Donc en fait, l'instrument optimum pour observer par tous les temps dégagés un peu loin de la crête de l'Urbe, c'est 13 cm et demi. Donc ça, c'est une indication de l'Observatoire de Provence. Donc là maintenant, on va essayer de s'intéresser à un autre endroit. Ici, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez le plateau de Valençol, voilà, et la serre de Mondenier, la crête du Chiran et de Mont-de-Chénier, la crête des Mours ici. Et le gros avantage, c'est que en fait, les crêtes ici, elles sont arrosées par le Mistral exactement comme la crête de l'Urbe. Mais l'après-midi, j'ai travaillé pendant 13 ans au Chiran, je peux vous le dire, ben, l'après-midi, le plateau de Valençol est chauffé par le soleil et il y a un vent très violent qui souffle du plateau de Valençol et qui balaie les montagnes ici. D'accord? Donc c'est particulier. Donc on a presque froid l'après-midi. Alors que le matin il fait 25-30 degrés. L'après-midi ça descend autour des 20 degrés parce que le souffle est très très violent. Voilà. Donc cet observatoire est installé là. Et donc en photographie, je vous redonne la première photographie que vous avez vue. Donc vue du nord, vous avez la coupole qui est vraiment installée sur le sommet du mont Chiran. Ça c'est vue du nord, quand on grimpe vers la montagne, vers l'observatoire. Maintenant je fais un quart de tour et je regarde ça de l'ouest. Voilà, le plateau de Valençol est derrière vous, et c'est comme si vous souffliez sur l'écran. Et donc l'observatoire est installé sur le sommet ici. Pareil, je change en relief un peu plus schématique ici. Et le Mistral il souffle du nord vers le sud, comme toujours. Voilà. Mais là, au lieu de se casser le nez contre une crête, vous voyez, ça monte en pente douce. Et donc, en fait, le Mistral, là, il est dévié tranquillement. Et donc, on a des conditions beaucoup plus calmes sur cette montagne-là. Voilà, donc c'est un observatoire qui a été installé en 1967, parce que c'était la grande mode sous De Gaulle d'installer des petits observatoires entourant le grand observatoire des Alpes de Provence. Et il y a plusieurs petits observatoires comme ça qui ont été installés. Le Chiran, la Foudalos, Saint-Véran, voilà. Donc ce sont des observatoires qui ont été installés comme ça au sommet. Donc c'est un ancien observatoire professionnel. Et dans les restrictions de crédit, en 1986, il a été fermé. Alors, il abritait un télescope de 1 mètre. Et entre-temps, en fait, on avait le projet d'un télescope de 3,60 mètres de diamètre. Et le meilleur lieu pour l'installer, c'était le Mont Chiran. Voilà. Donc ce télescope de 3,60 mètres, c'est un peu plus cher qu'un télescope de 1 mètre de diamètre. Et patatras, ça s'est décidé sous le règne de Giscard d'Estaing. Et M. Valéry Giscard d'Estaing a financé les recherches appliquées, pas les recherches fondamentales. Donc d'un seul coup, la construction d'un télescope de 3,60 mètres, ce qui n'aurait pas été le cas sous De Gaulle, mais moi il n'était plus là, ça devenait beaucoup trop cher. Donc en fait, ils l'ont construit avec le Canada et sur l'île Hawaï, ils ont utilisé ce télescope. D'autant plus que sur le Chiran, avec un télescope de moins de 300 mm, on a cette fameuse étoile double, et là, plus de 300 mm de diamètre, ben, vous connaissez déjà la réponse, toujours la même. Voilà. Mais par contre, ça intéressait énormément les professionnels que les bulles de stabilité étaient autour de 30 cm de diamètre. D'où l'idée d'installer un télescope de 3,60 mètres de ce sommet-là. Comme je viens de vous le dire, Giscard d'Estaing a coupé les crédits, et voilà, il a été installé au sommet de l'île Hawaï à 4160 mètres d'altitude. Vous vous rendez compte comment on aurait pu avoir cette magnifique coupe au sommet du Chiran. Voilà, mais bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Et comme c'est un volcan éteint, le sol est tout noir, c'est que du bazar. Voilà, donc, voilà, il faut rêver. Si vous voulez aller voir, il faut aller là-bas. Sur l'île Hawaï, au milieu du Pacifique. Voilà ce que les Français ont loupé comme installation. Alors maintenant, on va s'intéresser à d'autres microclimats, les brises. Alors c'est ça qui est étrange, on est un peu loin de la mer. Eh bien, on a les mêmes phénomènes de brise que si on était au bord de mer. Et c'est ça qui est très intéressant pour le lieu ici. Donc comment ça se passe? Toujours pareil, dans le relief, donc, vous
va essayer de souligner le relief, on va faire du relief coloré. Et là, ici, donc toujours pareil, le Ventoux, l'Ur et la mer. Voilà. Donc, pendant le jour, toujours pareil, le soleil chauffe le sol, ici, mais beaucoup plus fort que la mer. La mer, elle reste relativement inerte, elle s'échauffe un tout petit peu, mais bon, pas grand-chose. Et par contre, le sol très chaud, la terre chauffe très 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 fort. Et donc, ça crée des courants d'air chaud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cet air chaud s'élève, crée une espèce de vide qui attire l'air de la mer. Donc, vous avez en fait une brise de mer qui s'installe. Alors, d'habitude, on en parle juste sur la côte, mais là, ici, en fait, on le ressent ici. Donc, si on revient à notre vue de l'Ur, vue à partir de l'ouest vers l'est, voilà, le soleil chauffe, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'air chaud monte, et ensuite, il s'élève en altitude. L'air de la mer, c'est humide. D'accord? Alors, à partir du moment où c'est humide, plus on s'élève, plus il fait frais. Eh bien, l'air humide se condense en nuage. Et quand le nuage devient vraiment très gros, ça se transforme en orage. Et là, les astronomes sautent de joie. Parce qu'en fait, il pleut, ça rafraîchit l'atmosphère. Il pleut, toute la poussière qui était élevée par les courants d'air chaud de nouveau aplatie au sol. Voilà. Donc en fait, c'est très mauvais pour les randonneurs. Je vous déconseille forcément, dans ces cas-là, de vous promener l'après-midi en montagne. Au Chiran, j'ai vu des gens qui n'allaient pas écouter ce que je leur ai dit. Vers 14h l'après-midi, ils se sont fait arroser par les grêlons, par les éclairs. Enfin bon, je vous fais passer les détails. Donc c'est vraiment très dangereux, les orages de montagne. Il faut bien absolument éviter. Mais par contre, là, je vous dis, les astronomes, ils sont de joie. Donc ça rafraîchit l'atmosphère, ça aplatit la poussière par terre. Et ces nuages-là, comme ils sont dus à la chaleur, quand il n'y a plus le soleil, plus de chaleur, plus de nuages. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros phénomène qui nous indique que la nuit va être bonne. Mais effectivement, quand les gens ils voient que l'après-midi, il y a des nuages, ils disent « Ah ben, on ne peut pas aller observer, parce qu'il y a des nuages. » Mais sauf que les nuages sont l'après-midi, et on observe la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe la nuit? Voilà. On va regarder ce qui se passe la nuit. Voilà, la lune. Le sol se refroidit, se réchauffe beaucoup plus vite au soleil, mais se refroidit aussi beaucoup plus vite. Donc, il est relativement plus froid que la mer qui reste relativement plus chaude. Alors qu'elle n'a pas changé de température, elle change de 2-3 degrés, tandis que sur le sol, on a dit 15, 20, 25 degrés de différence de température entre le jour et la nuit. Donc ici, l'air chaud, c'est pareil, ça creuse l'air au-dessus, et là, l'air froid va s'écouler de la zone froide vers la zone chaude, ce qu'on appelle la brise de terre. Et donc, cette brise de terre, comment ça va se passer ici? Je vais dire, l'air froid va descendre et va s'écouler le long de la montagne. Voilà. Et donc ça, surtout après un orage l'après-midi, ça a le don de stabiliser énormément l'air. Et donc là, on a des conditions d'observation qui sont d'un seul coup très bonnes, alors qu'il a fait très chaud la journée. Mais ça s'est transformé en orage, et je vous dis, les astronomes sautent de joie, parce que là, enfin, on va avoir des conditions d'observation absolument excellentes pour la nuit qui suit. Voilà. Et donc, on a aussi installé des observatoires où ce phénomène de brise de terre et de mer est très accentué. Donc ici en particulier, on a une région qui s'appelle la région niçoise. Vous connaissez, vous savez que les montagnes se précipitent, il y a des fosses profondes ici. Donc on a vraiment un relief très abrupt. Et donc le phénomène de brise est extrêmement accentué. Et donc c'est pour ça que l'observatoire de Nice a accueilli un observatoire qui abrite une lunette de 76 cm de diamètre. 76 cm de diamètre. Donc voilà, qui bénéficie de ces conditions de brise absolument excellentes. Et donc il y a aussi des coupoles qui abritent 50 cm, une lunette coudée, enfin, etc. Il y a plein d'instruments.
justement, qui bénéficient de ce phénomène de brise. Voilà. Même si c'est au bord de la mer, c'est sur le mont Gros qui est à 200 mètres d'altitude, donc c'est vraiment pas élevé. Mais comme les conditions de microclimat ici est très bon, eh ben ça a été installé à cet endroit-là. Voilà. Donc, ensuite, comme autre microclimat, on a quelque chose qui est extrêmement important pour nous en astronomie, et c'est ça qui va déterminer la plupart des installations des observatoires. Alors, c'est quoi cette couche d'inversion? Donc, la nuit, voilà, l'air se refroidit, et comme à l'altitude, l'air se refroidit plus vite en altitude, l'air froid est lourd, donc il va dégringoler le long de la montagne, et peu à peu l'air froid va occuper la place ici. D'autant plus que la montagne va se refroidir. Voilà. Donc, pas de couvercle, pas de nuages, donc pas de nuages, pas de retenue de la chaleur du sol, donc le sol se refroidit. Donc peu à peu, on va avoir une couche froide s'installer ici. Donc la température va diminuer avec l'altitude, mais comme ça s'installe sous la couche chaude, et donc va réaugmenter. Et donc là, on a vraiment une couche d'inversion, d'évolution de la température avec l'altitude. Et peu à peu, la température va descendre au cours de la nuit, donc à peu près vers le milieu de la nuit, tout ce phénomène-là s'arrête. Et voilà, se stabilise. Voilà. Donc, le gros avantage de cette couche d'inversion, c'est que ça bloque pas mal d'inconvénients pour l'observation. Donc, il suffit, je répète, l'observatoire au-dessus de notre tête, à peu près ici. Et donc, si on arrive à observer au-dessus de la couche d'inversion, toutes les petites perturbations, les poussières qui volent, les nuages qu'il peut y avoir, le brouillard qu'il peut y avoir, tout ça c'est bloqué. Parce qu'en fait, les objets peuvent monter tant que la température diminue, mais une fois que la température réaugmente, ils ne peuvent plus monter. Donc ça bloque tout. En hiver, on a une couche d'inversion qui est à peu près à 1400 mètres d'altitude. Voilà. Donc ici on a 1600 mètres. Donc tous les hivers, quand il fait un peu froid, eh ben, l'observatoire se trouve au-dessus de la couche d'inversion. Malheureusement, en été, il fait beaucoup plus chaud. Et donc la couche d'inversion va s'élever à une altitude beaucoup plus grande. Voilà. Et donc cette altitude peut atteindre vers les 2800, 2900 mètres chez nous, voilà, en été. Donc la montagne de Lyon n'est pas suffisante et est dans un ciel très perturbé. Et donc ça, c'est un inconvénient. On n'arrive pas à avoir de très belles images dans ce cas-là, parce qu'on est encore dans les remous de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher une montagne qui soit assez perchée pour dépasser la couche d'inversion. Voilà. Et donc, en France, on a la chance, donc je vous dis, à peu près 2800 mètres en été. Et avec le réchauffement climatique, ça ne m'étonnerait pas que ça monte un peu plus haut. Mais bon. Et donc, on va chercher une montagne qui est au-dessus de cette couche d'inversion. Et donc, on en a une très bien installée, voilà, dans les Pyrénées. Donc, c'est l'observatoire du Pic de Midi de Pigorre. Voilà. Donc, vous voyez la montagne avec les plaines derrière. Et donc, très souvent, la couche d'inversion se retrouve à peu près à cette altitude-là, c'est juste au-dessus, mais bon, on a, alors plus en détail, les installations, le télescope de 2 mètres d'Hernando, le télescope de 1 mètre de diamètre, qui a été le premier télescope installé là-haut, qui a pris des magnifiques photographies détaillées de la Lune, qui a permis l'émission Apollo. Enfin, voilà. Donc en fait, l'aménagement a été un peu changé pour que les touristes puissent occuper la partie médiane, avoir une très belle vue au-dessus du vide et financer le fonctionnement de l'observatoire. Parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les astronomes font partie de la recherche fondamentale, et donc c'est de moins en moins financé. Alors un autre lieu qui est beaucoup plus haut, parce qu'en fait ici, le problème, c'est au-dessus.
d'inversion à condition. D'accord? Alors s'il fait pas beau, ben, ça c'est le cas de 265 jours par an. En fait, il n'y a que 100 nuits dégagées par an. Voilà. Alors quand c'est dégagé, ça vaut le déplacement. Mais il peut y avoir des semaines d'affilée sans qu'on voit une seule étoile. Donc il y a un autre lieu sur Terre qui est au-dessus de la couche d'inversion, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'île Hawaï, ici. Donc là, ici, on a effectivement une montagne qui culmine à 4160 mètres d'altitude, et sur le Mauna Kea, on a justement une plus grande installation du plus gros observatoire du monde, avec les plus gros télescopes du monde. Et en fait, là, c'est idéal, parce que là, vous avez toute une zone très froide, la mer tout autour, et l'observatoire qui est planté sur l'île, ici. Donc, pour vous donner la colonie d'observatoire, voilà, de Coupole. Voilà, donc, entre autres, le fameux France-Canadien hawaïen qui a failli être installé au Mont Chiron et qui est installé ici. Donc, il y en a toute une flopée à 4160 mètres d'altitude. On est en zone quasiment tropicale. La couche d'inversion, ça s'arrête à environ 3800 mètres d'altitude. Donc là, ici, on a des conditions absolument excellentes. Et l'observation qui a été faite, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images absolument parfaites avec un télescope de 40 cm de diamètre. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc, là, c'est ça qui a incité, en fait, les premiers qui ont testé le site. Ils sont montés avec un télescope de 40 cm pour savoir s'ils auraient une image stable ou pas. Et bien, ça a été tellement étonnamment stable qu'ils se sont dit que peut-être avec un télescope de 1 mètre, ça aurait été aussi stable. Mais bon, on n'a que la mesure du site avec 40 cm. Et évidemment, au-delà de 40 cm, qu'est-ce qui se passe? Ça. D'accord? Voilà. C'est donc c'est un des gros avantages de ce site-là de l'île Hawaï, c'est qu'il est toujours au-dessus de la couche d'inversion. Donc c'est en fait le télescope idéal, l'observatoire idéal pour les astronomes professionnels, d'autant plus qu'il y a 3 nuits dégagées par an. Donc beaucoup plus que en province. Donc maintenant on va essayer de voir un observatoire qui combine un peu les deux. Voilà. Donc là c'est l'observatoire qui est installé ici, sur le bord de la cordillère des Andes. Et ici il y a un microclimat particulier. Il y a le courant froid qui vient de l'Arctique et qui refroidit énormément la côte. Donc, qui empêche sur des nuages. Voilà. Et donc, là, on a un climat qui est absolument, extraordinaire. Donc, ici, en résumé, on a la mer et le club. C'est la pile qui baisse, je pense. Ouais. Et donc, on a toute une série de crêtes de montagnes parallèles au bord de mer. Et en fait, l'observatoire est installé ici. Donc, petit problème technique, je pense qu'il y a des options, oui. Donc, on va la pile. On va changer la pile, oui, ça marche. Un problème technique, il faut changer la pile. Déjà, il faut changer la pile. Il faut changer la pile.
Bon. Donc ici, on va combiner les deux effets, c'est-à-dire que on va ici, j'ai schématisé, c'est-à-dire que on a la crête de montagne, le désert de l'Atacama, et au milieu du désert d'Atacama, il y a une bosse. Donc ici, on est à peu près à 1500 mètres d'altitude. Et ici, environ 2600 mètres d'altitude. 2600 mètres, ça n'a pas l'air d'être très haut. Donc, pendant le jour, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se promène dans le ciel, et il y a des brouillards qui commencent à se développer au-dessus du bord de mer. Et donc, au fur et à mesure de la journée, le brouillard se développe de plus en plus. Voilà. Le soleil va se coucher, et donc, là, on a la fameuse couche d'inversion qui commence à s'installer. Et le gros avantage du désert, et ça on le trouve au Sahara par exemple, vous arrivez à faire geler de l'eau au Sahara, alors qu'il a fait 50 degrés le jour. Et donc ici c'est ultra sec. Donc en fait, dès qu'il n'y a plus le soleil, la chaleur s'évacue très vite. Donc on a tout de suite des excellentes conditions d'observation. Et donc un peu plus tard, on se retrouve ici. Donc la couche d'inversion, typiquement, elle s'arrête le long de la montagne. Et là, ici, on a un observatoire qui est installé à 2600 mètres d'altitude. Donc c'est ça qui est un peu étrange. Ça beau ne pas être très haut. Je vous rappelle le pic du Midi Bigorre, 2900 mètres. Ici, on n'est qu'à 2600 mètres, mais dans des conditions qui font qu'il y a quasiment 365 nuits dégagées par an. D'accord? Les nuages n'arrivent pas à se développer pour pouvoir arroser. C'est pour ça que c'est un désert ultra sec. Et les nuages, hop, découragés la nuit, hop, ils s'en vont. Et donc, on est dans des conditions excellentes d'observation. Donc, ici, bord de mer, et là, c'est le Cerro Paraná. Ici, donc on a toute une série d'installations. Donc les plus gros ensembles de télescopes qui fonctionnent même d'une façon très bizarre. C'est-à-dire que c'est des télescopes de 8 mètres de diamètre chacun. Je vous rappelle, vous allez observer avec des télescopes de 35 cm. Donc 8 mètres de diamètre chacun. Et la distance entre les deux télescopes extrêmes est de 120 mètres. Et pour augmenter la surface d'analyse de la quantité de lumière pour obtenir une image, on rajoute quelques petits télescopes de 2 mètres de diamètre, il y en a 4. Donc c'est des petits télescopes qui se promènent comme ça pour augmenter la surface de l'information lumineuse. Mais en fait, on a la finesse d'une image comme si on avait un télescope de 120 mètres de diamètre. Bon, il est fait en petits morceaux, mais on combine judicieusement tous les rayons lumineux de telle façon, donc avec des systèmes de miroirs qui permettent de rallonger, de raccourcir les trajets lumineux pour que tout le monde arrive en même temps sur le capteur. Et là, on a une image de synthèse absolument extraordinaire, avec la finesse d'image d'un télescope de 120 mètres de diamètre, sans en avoir l'encombrement. Voilà. Donc ça, c'est un système extraordinaire sur l'idée d'Antoine Laverdy, qui avait conçu justement ce système de combinaison de télescopes dès 1975, avec 2 télescopes de 25 cm de diamètre sur le plateau de Cossol. Voilà. Et après, il avait transformé en 2 télescopes de 1,50 m, donc les Orangina sur le plateau de Cossol, et qui s'est transformé maintenant en 4 x 8 mètres, toujours avec la même idée, d'avoir des télescopes un peu écartés, et en combinant, on a la même finesse d'image que si on avait un télescope de ce diamètre. Par contre, on n'a pas la quantité de lumière. Le miroir n'est pas complet, il fait que de dimensions. Voilà. Donc on n'a pas la bonne quantité de lumière, mais on a la bonne finesse d'image. Ça, c'est vraiment extraordinaire comme installation. Donc là, ici, on combine un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, deux phénomènes qui s'ajoutent, et c'est pour ça que même à 2600 mètres, on a des conditions absolument excellentes à cet observatoire.
c'est étonnant que ce ne soit pas plus haut que ça, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on va arriver alors, vraiment à l'action négative de l'être humain et à l'action positive de l'être humain. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ça fait même l'objet d'une conférence entière, mais je ne vais pas la refaire. On termine à l'idée. Mais donc, globalement, voilà. C'est quoi la pollution lumineuse? C'est les éclairages de nuit qui ne servent à rien du tout. Alors, quand on éclaire la nuit, quand vous en avez besoin, pourquoi pas? Mais alors, quand on éclaire pour dire que je suis là, ça devient un peu embêtant. Donc la meilleure preuve, une carte de la France photographiée de nuit. Voilà. D'accord? Vous connaissez très bien le couloir rhodanien avec Marseille, avec Lyon, avec Grenoble, voilà, région parisienne. Vous pouvez faire la géographie politique de la France sans aucun problème. Hein. Donc on va un peu agrandir la région qui nous intéresse, évidemment. Donc voilà. Alors tout ce qui est blanc, c'est hyper ultra lumineux. Vous ne voyez pas une seule étoile dans le ciel, impossible. Et quand c'est noir, là vous voyez toutes les étoiles. Alors, comme par hasard, c'est noir dans la montagne. Alors quand ça devient rouge pourpre, rouge, ensuite ça tourne à l'orange, au jaune, au vert, au bleu clair, au bleu un peu plus foncé, etc. Donc est-ce que vous arrivez à reconnaître les agglomérations? Voilà, donc les petits noms qui vont apparaître. Voilà. Donc Marseille, Toulon. Ça, c'est vraiment les endroits les plus pollués, Fréjus, Cannes, Avignon. Donc là, c'est vraiment les zones les plus polluées. Là, ici, il n'y a absolument aucun espoir de voir quoi que ce soit dans le ciel. Voilà. Ensuite, des agglomérations un peu moins grandes, mais vous voyez que c'est quand même costaud comme pollution lumineuse. Donc vous commencez à voir quelques étoiles, mais c'est vraiment très confidentiel. Voilà, ça se prend dans les paumes des mains, c'est le doigt de la main, voilà. Alors maintenant, vous vous éloignez un peu. Donc voilà. Donc là, ici, on a quand même des petits regroupements de population, mais juste à côté de nous, Manosque, vous voyez une trentaine d'étoiles, à peu près, pas plus. Donc, alors maintenant, on va s'éloigner un peu plus. Voilà. Donc Fort-Calquier, Oraison, Valençol, Grégoux, Vinot, Gilles-Servi, vous voyez, c'est des petites communes, mais n'empêche que les communes, elles sont quand même bien éclairées. Là, vous voyez une poignée d'étoiles, une centaine d'étoiles, quelque chose comme ça, mais bien plus. Donc c'est encore vraiment pas bon du tout pour observer le ciel. Voilà. Donc maintenant, on va avoir des communes un peu plus petites. Voilà. Et donc le parfait exemple de l'horreur de pollution lumineuse, c'est les pénitents d'aimer. Voilà. Donc les pénitents d'aimer, c'est vraiment surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Enfin, pour la pollution lumineuse, faites ce que vous voulez. Ici, on a les projecteurs, on voit bien les projecteurs qui éclairent les roches, c'est le fameux pénitent d'aimer, qui, selon les légendes, c'est en fait des moines qui ont vu traverser des belles femmes, des belles princesses captives, et qui ont eu des idées pas très catholiques, et qui ont été changées en pierre pour les punir. Voilà, ça c'est les pénitents d'Aimé. Et donc la commune d'Aimé qui est au pied est tellement fière de ces pénitents qu'ils les éclairent. Pourquoi pas? Mais pourquoi ils éclairent au-dessus? Ça sert à quoi? Là, on ne voit plus rien du tout dans cette direction-là. Et donc pour nous, c'est vraiment extrêmement gênant pour l'observation. Dès qu'on observe vers l'Est, on a vraiment des très gros problèmes. Donc il ne se décide pas, il y a un astronome qui est fidèle d'ici, qui vient très souvent ici, et qui habite au Mai, il a bagarré, il a fait une pétition et autres pour essayer que ces projecteurs-là soient allumés que quand les gens passent, mais c'est pas du tout abouti. Bon, il y a même un des rochers ici qui s'est trouvé cet hiver, qui a un peu démoli quelques maisons. C'est peut-être à cause de l'éclairage en fait. C'est Aimé ça. Donc l'Aimé ici,
vous voyez qu'en pleine nuit, tout est éclairé. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable d'éclairer? Donc là, la solution maintenant de plus en plus, c'est qu'en fait, cet éclairage-là, avec les lampes à vapeur de sodium, sont très gourmands en énergie. Donc en fait, l'idée, c'est de changer en diodes, qui sont beaucoup moins gourmands en énergie. Donc pour la même puissance lumineuse, on consomme beaucoup moins d'électricité. Mais ce qui est absolument jamais dit, j'ai participé à je ne sais combien de réunions là-dessus, ce qui n'est jamais dit, c'est qu'en fait, l'éclairage avec des diodes pollue beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, que les lampes à vapeur de sodium. Les lampes à vapeur de sodium, vous voyez un peu la couleur générale, en gros ça éclaire dans l'orange. Vous cachez l'orange, et vous avez un ciel noir. Les diodes les éclairent dans toutes les couleurs. Donc si vous essayez de cacher toutes les couleurs, il n'y a plus de ciel. Donc en fait, l'intérêt d'éclairer avec des diodes, c'est d'associer avec ces diodes, ces LED, ces diodes, associer des allumages à un détecteur de présence. Le gros avantage, c'est qu'en fait, les lampes à vapeur de sodium, elles mettent 10 minutes, un quart d'heure avant d'avoir la pleine lumière. Donc c'est très long, donc c'est impossible de les éteindre, de les allumer comme ça. Les diodes, ça dure quelques millisecondes. Donc là, c'est parfaitement envisageable d'avoir des lumières qui s'allument que quand les gens passent. C'est tout. Et il y a une commune dans le Maine-et-Loire qui est beaucoup plus importante que l'Aimé. Ils l'ont instauré à Saumur. Ils ont instauré à cette échelle-là tout un réseau de détecteurs de présence. Et les lumières ne s'allument que quand les gens en ont besoin. C'est tout. Donc c'est possible chez une commune comme Saumur. Une commune beaucoup plus ridicule, beaucoup plus petite comme l'Aimé. Pourquoi c'est pas possible? Voilà. Donc les lampes LED, d'une part, ça fait des économies d'énergie, et d'autre part, ça fera encore beaucoup plus d'économies d'énergie que si elles ne s'allument que quand on en a besoin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de envisageable. Mais bon, pour cela, il faut avoir la volonté politique, toujours pareil. Donc, comment lutter contre cette pollution lumineuse? C'est d'aller un peu loin, d'accord? Et vous voyez que pour aller un peu loin, il faut se promener un peu par là. Hein. C'est ça, dès que vous approchez un peu de la côte, vous allez être inondé par ces lumières. Alors les mers, on les devine ici. Ouais, on les devine un peu ici. Donc cette pollution lumineuse est vraiment rédhibitoire. Donc c'est pour ça que les astronomes ils essaient d'aller un peu loin dans la montagne, un peu loin. Alors il y a une autre méthode pour lutter contre la pollution lumineuse, c'est la fameuse couche d'inversion. En effet, la pollution lumineuse, elle s'arrête, ça fait un peu comme une espèce de lame de fermeture. La pollution lumineuse s'arrête ici. Et donc, effectivement, en hiver, on a un ciel extrêmement noir. Alors, même si de visu, comme ça, en regardant directement, on voit les lampadaires, on voit toute la pollution lumineuse, mais si on regarde en l'air, on a tout de suite un ciel noir. Donc ça, c'est l'autre intérêt d'arriver à s'installer sur des lieux au-dessus de la couche d'inversion, c'est qu'on a vraiment un ciel noir dès qu'on regarde en l'air. Voilà. Par contre, évidemment, en été, on est dessous. Donc, toute la pollution lumineuse vient rebondir ici et nous éclaire. Donc, par nuit noire, et vous allez faire l'expérience ce soir, au bout d'un certain temps, on n'a même plus besoin de lampe de poche, on voit parfaitement les instruments et autres, parce que comme on est sous la pollution, la couche d'inversion, toute la pollution lumineuse d'Aix-Marseille et toute la côte, elle rebondit sur cette couche d'inversion et nous éclaire, mais presque on dirait un journal. Voilà. Donc vous n'avez pas de ciel noir en été, c'est pas possible. Tant que vous êtes sous la couche d'inversion. Le seul vrai, c'est d'aller au-dessus de la couche d'inversion. Voilà. Donc, tant que vous êtes sous la couche d'inversion avec toute cette pollution lumineuse,
faut oublier le ciel noir, ça n'existe pas. Donc, vraiment, en regardant la verticale, vous arrivez à deviner l'idée que vous regardez un peu là, et surtout si vous regardez au pied, vous faites l'expérience. Alors là, il s'habitue à peu près en 20 minutes. Hein. D'abord, la pupille se dilate, mais ensuite, vous avez un produit chimique qui s'appelle le pourpre rétinien, qui se fabrique au fond de l'œil et qui améliore la sensibilité aux faibles lumières. Et donc, au bout d'une vingtaine de minutes, vous êtes parfaitement habitué au noir. Et vous allez voir que vous voyez parfaitement les uns les autres, vous voyez parfaitement les instruments. En plus, ils sont tendance à être peints en blanc. Donc, vous voyez parfaitement les instruments. Donc, la pollution lumineuse, c'est quelque chose de complètement rédhibitoire pour l'astronomie. Alors, surtout en été, je vous dis, la lumière vient de la côte, rebondit sur la couche d'inversion, et hop, elle arrose tout ça. Et donc, il n'y a pas de nuit vraiment noire en été. Enfin, tant qu'on est au-dessus de la couche d'inversion. Alors Stéphane, qui a été à la caisse tout à l'heure, a eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir au mois de juillet, d'être en dessous, au-dessus de la couche d'inversion. La couche d'inversion était en dessous, au plein mois de juillet. Donc il y a des fois, quand il fait suffisamment frais, la couche d'inversion ne monte pas jusqu'à 2800 mètres, elle s'arrête à 1400, 1500 mètres d'altitude. Donc c'est une question de température, d'ambiance, enfin c'est assez complexe comme phénomène. La couche d'inversion a tendance à se balader, mais là, elle est arrivée à être en dessous de l'observatoire. Donc c'est pas forcément en hiver qu'on a les meilleures conditions. Donc ça, il faut le retenir, si vous voulez faire de l'observation de très bonne qualité avec un instrument, c'est d'essayer d'être au-dessus de la couche d'inversion. Alors maintenant, donc là ici, donc on s'aperçoit sur une montagne qui dépasse la couche d'inversion, donc l'île Hawaï, par exemple, même s'il y a beaucoup d'habitations autour de l'île sur la côte, l'observateur n'est pas gêné parce que c'est sous la couche. L'éclairage s'arrête sous la couche d'inversion. Donc, je vous dis à peu près 364 000 dégagées par an. Ensuite, on va s'intéresser à la dernière solution. Les solutions, donc ça, c'est la technologie dans sa plus grande horreur. Et là, la technologie est dans sa plus grande beauté. Voilà. Les êtres humains sont aussi capables de faire quelque chose d'intelligent. Alors, les solutions ultimes, c'est essayer de lutter contre cette perturbation. Voilà. Donc, l'exemple, c'est l'optique adaptative, on appelle ça. Alors ça consiste en quoi? Voilà l'image d'origine. Donc vous connaissez très bien, alors là c'est une photo, c'est pas une petite animation comme je l'ai faite tout à l'heure, mais vous imaginez que c'est bien la même chose. Hein. Donc en gros, vous l'avez compris, les rayons lumineux arrivent parallèles, bien plats, au-dessus de l'atmosphère, traversent l'atmosphère, et hop, ça fait des ondulations, des petites vagues. Alors là, il faut bien savoir que c'est, on le voit un peu ici, que c'est en lumière monochromatique, en une seule couleur. Ça marche très bien en une seule couleur. En plusieurs couleurs, c'est une horreur, c'est indécodable. En une couleur. Donc l'idée, à travers cette couleur-là, donc on a des ondes comme ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir un miroir qui se déforme à l'inverse. Quand il y a une bosse dans un sens, on fait une bosse dans l'autre. Et comme ça, par soustraction des mouvements, on arrive à avoir un faisceau bien parallèle après. Donc on déforme ce miroir-là avec un système de contrôle. On déforme ce miroir-là, alors ça, le miroir, ça fait plus une peau, hein, c'est pas du tout épais. Et donc suffisamment fin et de très bonne qualité optique en surface, mais suffisamment fin que avec des vérins piézoélectriques, on appelle ça, des vérins à très faible amplitude de mouvement arrivent à déformer le miroir à l'inverse des ondes qui arrivent. Donc les deux se compensent, et comme les deux se compensent, on a un beau faisceau parallèle après. Donc dans la pratique, comment ça va se passer? Donc ça veut dire qu'il y a une boucle d'analyse, donc une lame séparatrice qui va séparer le faisceau lumineux des étoiles en deux, une qui va alimenter les instruments et l'autre qui va servir pour l'analyse. Donc là, je vous passe les détails. Et donc, en gros, il détecte la déformation des ondes et il va corriger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de déformation du tout. Voilà. Donc, cet analyseur de surface d'onde
dans les années 75, quand la mairie l'avait fait mettre au point, ça a corrigé dans l'infrarouge, donc déformation très lente dans l'infrarouge, parce que plus on va vers le bleu, plus les déformations sont rapides. Donc déformation très lente dans l'infrarouge, on faisait à peu près 3-4 corrections par seconde. Aujourd'hui, on arrive à faire des corrections dans le bleu à 1000 fois par seconde. Donc l'informatique, etc., la technologie est parfaitement maîtrisée. Et donc, on arrive maintenant à faire des images parfaitement nettes, même dans le bleu. Alors ici, on reste sur le rouge. Et donc là, on a des ondes parfaitement parallèles, corrigées par ce miroir-là, qui en permanence se déforme au fur et à mesure que l'information arrive ici. Donc là, ici, on a des ondes parfaitement parallèles, donc des images parfaitement piquées, pointues, images de haute résolution. Et donc l'image de haute résolution, ben, c'était ça au départ. Voilà. En fait, c'est ce qu'on voyait dans le télescope, et c'est ce qui était la source lumineuse, c'est une étoile bleue bien gentille, et donc étalée par la turbulence. Mais ce qui est intéressant avec les très beaux télescopes, c'est d'essayer de photographier, comme je vous ai dit, la quantité de lumière augmente avec la surface du télescope. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de photographier des galaxies. On va vous montrer des galaxies, des amas d'étoiles, des galaxies qui sont des ensembles de plusieurs milliards d'étoiles, mais vues de très très loin, donc très 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 faiblement lumineux. Et donc c'est ça qui est intéressant avec ces énormes télescopes de photographier des galaxies. Alors autant cette correction instantanée, elle marche très bien pour utiliser une étoile bleue, mais pour les galaxies, on va faire comment? Il n'y a pas assez de lumière pour ça. Donc, on va utiliser la pollution lumineuse. Voilà. Donc, de cette façon-là. Donc, on envoie un rayon laser qui fait une étoile artificielle, suffisamment à haute altitude. Vous avez vu qu'il y a des couches différentes, la troposphère, la mésosphère, la stratosphère, voilà. Et donc, ça va à peu près en haut de la stratosphère. Et donc le retour est analysé. Donc ça fait une petite étoile artificielle, à peu près à côté de la cible, et donc de la galaxie. Alors évidemment pas sur la galaxie même, parce que là on aura du mal. Mais on suppose que quand le champ est assez petit, les déformations sont les mêmes juste à côté de la cible. Et donc on photographie. Alors les télescopes ont l'air d'être très très gros, mais ils photographient des champs très très petits. Il faut voir que, en fait, vous allez voir le diamètre de Jupiter tout à l'heure, la planète Jupiter, il faut voir que les gros télescopes comme ça photographient des champs qui sont à peu près le quart de Jupiter, ou même moins. Donc, en fait, on photographie en détail des zones très 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 petites du ciel. Donc, ce qui fait qu'on peut utiliser cette méthode-là d'étoile artificielle avec le laser, qui provoque une étoile artificielle, et comme le rayon laser revient avec toutes les déformations de l'atmosphère. Donc on corrige ces déformations-là et on arrive à avoir des photos extrêmement nettes des galaxies qui sont juste à côté. Voilà. Donc là, on utilise donc une partie de la pollution lumineuse. On refait la pollution lumineuse. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir systématiquement sur les gros observatoires avec tous les rayons laser comme ça qui sortent il y a un dispositif couplé au télescope, à la direction du télescope, et qui permettent comme ça de corriger. Et on a des photos extraordinairement nettes. Tout ça, c'est à cause de l'atmosphère. Alors, comment arriver à corriger tout ça? On lance un télescope au-dessus de l'atmosphère. Alors c'est beaucoup moins pratique d'accès. Mais par contre, là, il n'y a plus aucun défaut d'atmosphère par définition. Et donc là, ici, c'est le télescope spatial de 2,40 m de diamètre, qui a été lancé en 1989, en juillet 1989. Il a failli être lancé en juillet 1986. Mais en janvier 1986, la navette Challenger a brûlé. Et donc, ils ont mis ce télescope-là au frigo, parce qu'il était prêt à être lancé en juillet 1986.
Et en fait, il a été lancé qu'en juillet 1989. Et pendant ce temps-là, il a séjourné au frigo. Et on commençait à soupçonner qu'il y avait peut-être des défauts. Voilà. Et il le lance en juillet 1989 et ça n'a pas raté. Il était mioche. Voilà. Donc il y avait un tas d'instrumentation sur le long du tube. Et donc on a décidé d'enlever un des instruments et de lui mettre une paire de lunettes pour qu'il ait une vision absolument excellente. Donc là, à l'opposé du soleil, évidemment, surtout le chaleur, regarder le soleil avec cet instrument-là. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non. Il n'est pas du tout fait pour ça. Alors déjà, sur Terre, même le soleil atténué, il ne faut surtout pas l'observer avec l'œil. Sans ça, vous l'observez une fois à gauche, une fois à droite, et plus du tout. Donc c'est extrêmement dangereux, hein. C'est extrêmement sérieux. Le soleil, c'est absolument impossible à observer sans avoir les instruments qu'il faut. Et donc, d'autant plus avec le télescope spatial qui est au-dessus de l'atmosphère. Et là, on a les meilleures images possibles et imaginables. Et là, la NASA a eu l'intelligence de diffuser ces images gratuitement. Et donc, si vous avez un ordinateur qui pédale un peu vite, et que vous le laissez allumer toute la nuit, vous pouvez vous brancher sur le site de la NASA, qui a encore des milliers d'images à traiter. Parce qu'il y a des images brutes, mais il faut les traiter pour avoir des belles images. Et donc, il y a encore des milliers et des milliers d'images à traiter. Et on peut utiliser ces temps d'ordinateur en indiquant à la NASA qu'on est favorable au traitement d'images. Donc voilà, c'est le télescope spatial. Alors il y a son successeur, mais alors là, apparemment, son successeur, c'est l'Arlésienne. Autant, quand il a été lancé en 1986, enfin, qu'il a failli être lancé en 1986, c'est un travail de 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il a été conçu en 1970, avec la technologie de 1970. Et tandis que là, le télescope actuel qui veut remplacer, ils veulent toujours la dernière technologie. Mais entre le moment où on conçoit l'outil à mettre et l'installer, il se passe 6 mois, 1 an. Donc, pendant ce temps-là, la technologie a évolué. Donc c'est sans fin. Je ne sais pas s'ils vont le lancer un jour. Donc au lieu de faire 2,40 m de diamètre, il ferait 10 mètres de diamètre. Donc c'est pas mal, un télescope spatial de 10 mètres. Mais comme ils veulent toujours avoir la pointe de technologie, comme ils doivent mettre 6 mois, 1 an à l'installer à bord, je sais pas, c'est sans fin. Absolument sans fin. Enfin bon, voilà. Donc c'est le premier télescope, il y a eu plusieurs autres télescopes de lancés. Et c'est vrai que quand on est au-dessus de l'atmosphère, on n'est plus du tout soumis à tous les inconvénients que je viens de décrire. Donc pour finir, la France n'est pas si mal placée que ça, en fait. Et en fait, on a réussi à utiliser l'expertise des Français sur les études de sites, parce que c'est extrêmement varié. Donc ici, vous avez le site du pic du Midi du Bigorre, qui n'est valable que 100 nuits par an, mais au-dessus de la couche d'inversion tout le temps. On a le site de Saint-Véran, 180 nuits par an, pareil, au-dessus de la couche d'inversion tout le temps, mais bon, on a dégagé 180 nuits par an. Et ensuite, on a toute la zone de la Provence, là, où on a un ciel dégagé 305 nuits par an. Donc après l'effet de brise sur Nice, qui permet d'avoir des conditions excellentes, même avec un lunette de 76 cm de diamètre. Ensuite, le Chiran, qui est un endroit idéal pour faire de l'astronomie, assez souvent au-dessus de la couche d'inversion, avec une atmosphère très canalisée, très calme, et donc où le 3,60 m a failli être installé. Ensuite, l'observatoire de Provence, qui n'est pas si mal que ça, dans la zone d'amortissement du Mistral. Et enfin, l'observatoire qui a été construit ici, donc qui combine un peu tout. C'est-à-dire que de temps en temps, on a l'effet de brise, de temps en temps, on est au-dessus de la couche d'inversion. Enfin voilà, il faut être là au bon moment. On bénéficie des 305 000 dégagés par an. Et il faut être là au bon moment. Voilà, c'est tout. Donc, contrairement à des programmes comme ça, où on programme à l'arrivée d'un train à telle heure, il faut faire l'inverse. Par exemple, le petit montage que je vous ai montré du 19 juin 2020, il fallait être là le 19 juin 2001 à 10h. Sans ça, c'était trop tard ou trop tôt. Voilà. Donc en astronomie, en fait, ici, il faut se régler sur les événements et sur la météo, et il faut laisser de côté tous les programmes qu'on peut avoir. Il faut saisir l'occasion. Donc on prépare les observations, on prépare
toujours préparer ce qu'on va observer. Ce soir, vous allez voir qu'on ne va pas observer au hasard, on va observer les objets les plus intéressants. Voilà, donc Marc Bianchi a failli installer cette coupole-là sur la crête de Lure, mais vous comprenez maintenant pourquoi la crête de Lure n'a pas été choisie. Donc elle est un peu plus loin, donc les turbulences s'amortissent un peu. Donc voilà l'équipement. Donc voilà la coupole de la montagne de Lure, donc l'association. Et un peu plus loin là-bas, ce qui sort juste de l'image, on a les coupoles de Saint-Michel qui sont beaucoup plus loin. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas observer ce soir à travers cette coupole-là, cause Covidioris, hein, parce que l'espace est très étroit. La coupole, elle ne fait que 5 mètres de diamètre, et en plus, elle est encombrée au milieu par des instruments d'observation. Donc il y a vraiment peu de place pour les gens. Et donc, toutes les observations vont se faire dehors. On va vous guider pour ça. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez quelque chose, la première indication, c'est quand on a des beaux cumulus, en fait, c'est la base des cumulus qui vont être la congélation. On a bien des nuages bien paumés comme ça, et qui se coupent d'un seul coup très droit en dessous. En fait, ça, c'est la congélation. Et en fait, le nuage se forme par bouillonnement par-dessus. Alors là, sur les météos spécialisés planeurs, oui, parce qu'en fait, les planeurs ne peuvent pas aller au-delà de la congélation, par définition. Donc, tout ce qui est site de parapente, de planeur, de vol libre, en général, vous indique les congélations. Mais je vois qu'il y a d'autres sites qui peuvent indiquer ça. Non, pas d'autres questions. Vous avez parlé de cet instrument qui est composé de plusieurs. Donnez-moi le mot, je cherche télescope. Voilà, plusieurs télescopes. Et finalement, là, vous avez parlé de surface globale, donc on comprend que ça reçoit beaucoup de lumière. Et là, vous avez parlé en même temps de finesse. Ouais. Et à un autre moment, vous avez parlé de grossissement. La finesse. Non, j'ai jamais parlé de grossissement. Non, j'ai pas le grossissement, pour nous, c'est complètement accessoire. C'est finesse d'image et surface collectrice. La finesse, c'est le plus petit détail qu'on peut avoir, qui est inversement, la finesse est d'autant plus grande que l'instrument est grand. Voilà, c'est ça, la résolution. Voilà. On terme la résolution. Donc, d'autant que le diamètre est grand, plus la résolution théorique est grande et fine. Et donc, le fait d'avoir deux télescopes écartés de 120 mètres de diamètre, c'est comme si on avait la finesse de résolution d'un télescope de 120 mètres, et sans en avoir la capacité collectrice de lumière. Voilà. Donc, alors évidemment, pour les instruments d'amateur, on a un 30 cm par exemple, vous avez observé avec un 30-35 cm, on a toute la surface collectrice de lumière, plus la résolution d'un télescope de 35 cm. Bon, oui, alors là, par contre, sur Météo Blue, vous avez un volet astronomie et qui donne le CII, vous appelez ça le CII, le fameux, donc la taille, vous voyez l'étoile qui danse, et la taille de la danse de l'étoile. Donc, typiquement, quand il y a un Mistral, on a des signes de 6 secondes, 8 secondes d'arc. Ça veut dire que quand Mars est trop petite, on voit qu'une grosse tache rouge, rien du tout. D'autres. Et donc, après, le signe peut descendre à 0,2 ou 0,3 secondes d'arc. Et typiquement, à l'île Hawaï, on est à 0,1 seconde d'arc. Ça veut dire qu'en fait, il y a un télescope de 1 mètre de diamètre.
est capable de donner des images parfaitement stables. Donc c'est ce qu'on appelle le seeing, c'est-à-dire les bulles, la taille des bulles qui perturbent les images. Donc, voilà. Donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai parlé de lunettes de 25 mm de diamètre, parce que Vili à 25 mm de diamètre, ça fait qu'on peut avoir un bouillonnement de 4 secondes d'arc, on voit rien du tout. On voit juste l'image un peu se déplacer, c'est tout. Mais l'image n'est pas perturbée. Et 25 mm de diamètre, ça fait vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas d'instrument de cette taille-là aussi petit ici. Et donc c'est ce qu'on appelle le signe. Alors sur Météo Blue, vous avez une colonne possible de signe qui vous indique quelle est la. Alors, donc, par exemple, si vous avez un signe de 3 secondes d'arc, vous ne pouvez pas utiliser un télescope de plus de 3 cm de diamètre. Une seconde d'arc, 10 cm. Donc ça c'est un inverse comme ça, enfin c'est dans les ordres de grandeur. Si vous avez un signe de 0,25, vous pouvez utiliser un 400 mm. Donc suivant le signing, vous avez l'idée du diamètre maximum d'un télescope pour avoir des images stables. Après, si ça ne vous dérange pas que les dents, ça se déforme un peu de temps en temps, ça c'est suivant votre exigence. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'on appelle le signing. S-E-E-I-N-G. Ah, c'est un mot anglais. Bon, ben voilà, si vous êtes impatient d'aller observer, donc vous avez chacun un numéro de groupe. Donc après, vous avez. Donc je ne sais pas s'il y en a déjà qui connaissent, peut-être peuvent conduire. Les gens, à l'aire d'observation qui est au pied des pistes. Alors, vaut mieux y aller à pied. Alors, j'espère que vous avez tous une petite